Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une histoire qui est une sorte de mise en garde pour notre époque, celle de Noël Scume. C'est le récit d'une nouvelle forme de pouvoir, un pouvoir à la fois privé et absolu. Allez, on plonge direct dans le sujet. On est en 2040 et la fortune de Noël Skim atteint ce chiffre, 10 000 milliards de dollars. C'est difficile même à imaginer, hein. Pour qu'on se rende bien compte, c'est une somme qui dépasse les ressources de la plupart des nations du globe. Là, on ne parle plus juste d'argent, on parle d'un pouvoir brut, sans équivalent. Alors, d'où vient tout ce cash? Eh bien, d'un empire industriel gigantesque. Et ce qui est dingue, c'est la part consacrée aux militaires. Scum ne fait pas que vendre des armes. Il contrôle plus de la moitié de la production mondiale de missiles et de chars. Si on ajoute à ça des usines en orbite et un quasi-monopole sur les télécoms, on a une puissance comme on n'en a jamais vue. Mais évidemment, être un titan de l'industrie, ça ne lui suffit pas. Non, son ambition, elle est bien plus grande. Il a décidé d'utiliser cette puissance privée pour un objectif qui est normalement réservé aux États, la conquête territoriale. Et tout commence ici, avec ce qu'on a appelé le Gambie algérien. Et attention, le choix de sa première cible, ce n'est pas un hasard. C'est le tout premier domino d'un plan bien plus vaste. L'attaque est fulgurante. On n'est pas sur un bombardement classique, hein. C'est une arme technologique d'un nouveau genre. Une bombe de neutralisation cognitive est larguée sur Alger. Et elle plonge toute la population et les dirigeants dans un état de confusion totale pendant plusieurs heures. Et ça suffit amplement pour que ces troupes prennent le contrôle de toutes les institutions clés du pays. Son plan, il est simple, mais redoutablement efficace. Étape 1, neutraliser la capitale, check. Étape 2, se servir de l'Algérie comme d'une base de recrutement pour lever une armée gigantesque. Le but final, la France. Et le pire, c'est qu'il a même un plan B, des puces de contrôle comportemental pour forcer les gens à obéir si jamais la persuasion ne suffisait pas. Quelques jours plus tard, Scum apparaît à la télévision d'État algérienne. Et il ne s'en cache pas du tout. Cette phrase qu'il a prononcée, elle dit tout de sa mégalomanie et de l'audace de son projet. Il ne demande pas, il l'ordonne. Et là, surprise, son plan marche. La population ne se révolte pas. Alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est un cocktail assez redoutable. D'un côté, le fric, il offre un salaire 5 fois supérieur à la moyenne. De l'autre, l'idéologie. Il joue sur un sentiment anti-français déjà bien présent. Il s'assure aussi le soutien de chefs religieux locaux. Et pour couronner le tout, il va jusqu'à s'inventer un ancêtre algérien pour se donner une légitimité. Bon, maintenant que la base est posée, on passe à l'étape suivante. Et là, le plan passe vraiment à l'action. Scum dirige son armée flambant neuve vers sa véritable cible, une puissance nucléaire européenne. 5 millions. C'est juste énorme. C'est la taille de l'armée que Scum réussit à lever en moins de 3 mois. Imaginez, une force colossale, équipée avec du matériel militaire dernier cri, tout droit sorti de ses propres usines. Et c'est là qu'on arrive à l'erreur monumentale, fatale même. La France, de son côté, voit Scum comme un agitateur, un milliardaire un peu fou, mais pas vraiment une menace sérieuse. Grosse erreur. Il sous-estime totalement la vitesse, la taille et la détermination de la force qui s'apprête à déferler sur eux. L'invasion, c'est une vraie guerre éclair. En juin 2040, des millions de soldats débarquent. La résistance est quasi nulle et pire encore, des collaborateurs sur place aident les envahisseurs à prendre les points stratégiques. En à peine 15 jours, Paris tombe. Donc voilà. Scum se retrouve à la tête de 2 pays et surtout avec un arsenal nucléaire. Son plan a l'air parfait, sans accroc. Mais c'est là que le grain de sable totalement imprévu va tout faire basculer. Scum, sur sa lancée, ne perd pas une seconde. Son ambition, maintenant, c'est tout le continent. Prochaine étape, soumettre le reste de l'Europe. Et pour ça, il ordonne de préparer une frappe nucléaire sur Berlin. Sauf que voilà, pour lancer un missile nucléaire français, il faut une clé. Et ce n'est pas juste un code à taper, non, c'est un verrou biométrique. En gros, une sécurité de pointe qui est liée à une caractéristique biologique unique, impossible à copier. Et voilà le hic, la faille dans le système. Le président français, qui lui avait pris la menace de Scum très au sérieux, avait fait de son propre ADN la seule et unique clé pour activer l'arsenal nucléaire. Or, ce même président a été tué pendant la prise de Paris, et son corps, il a été balancé dans les égouts. En gros, Scum a les armes, mais il a lui-même détruit la clé en tuant le seul homme qui pouvait les activer. Évidemment, une info pareille, ça ne reste pas secret très longtemps. La nouvelle de l'impuissance nucléaire temporaire de Scum se répand. Et ça, c'est le signal. Le signal que toute l'Europe attendait pour réagir.
Du coup, le président allemand de l'époque, Olaf Müller, lance un appel aux armes dans toute l'Europe. Et la réponse est massive. Une coalition européenne de 10 millions de soldats est levée. C'est le double de l'armée de Scum. La donne vient de changer. Ce qui va suivre, c'est une guerre brutale, terrible. La France devient en fait le champ de bataille de tout un continent. Le conflit dure des mois. Les forces de Scum, même moins nombreuses, sont suréquipées et très déterminées. Bon, cette guerre ne pouvait pas durer éternellement. Alors comment tout ça se termine et quelles sont les conséquences pour chacun des acteurs de cette histoire? Au final, la chute de Scum ne viendra pas du champ de bataille. Non, elle viendra de l'intérieur. En mars 2041, alors que la situation devient critique pour lui, un membre de son propre état-major, sentant le vent tourner, le trahit. Il est capturé. Le bilan est final et sans appel. Pour Scum, c'est la prison à vie, dans une station spatiale. Son immense empire industriel est cédé à la France en guise de réparation, ce qui, au passage, efface toute la dette du pays. L'Algérie, elle, est placée sous tutelle européenne pendant 10 ans. Et le président français, mort au combat, il devient un héros posthume. Son dernier acte de prévoyance a littéralement sauvé le continent. L'histoire de Noël Scum s'arrête là. Mais elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. Dans un monde où l'argent et la technologie peuvent donner à une seule personne la puissance d'un pays entier, quelles sont les protections? Quand le pouvoir devient à ce point privé, qu'est-ce qui peut vraiment faire contrepoids? C'est la question qui reste en suspens.